Bonjour, donc, je suis Françoise Eliane, de formation initiale, je suis psychologue clinicienne, je travaille dans le champ des soins palliatifs de la cancérologie depuis trop, ça veut dire bien 40 ans. Voilà, je suis directrice et cofondatrice avec des médecins hospitaliers et des médecins généralistes de l'Association SPACE qui existe depuis 2001 et est un ex-réseau de soins palliatifs comme un certain nombre d'associations en Île-de-France qui comporte un dispositif d'appui à la coordination, le mariage entre les réseaux de santé plurithématiques et les MAIA, et ont conservé, vaille que vaille, des compétences en soins palliatifs et qui sont aujourd'hui, via l'ARS, mais pas la direction de l'autonomie, la direction de l'offre de soins, labellisées, puisque c'est le terme utilisé par l'ARS, pas le terme utilisé par le ministère, et donc il existe aujourd'hui ce qu'on appelle des équipes mobiles de soins palliatifs territoriales. Donc, SPACE, c'est et un DAC de l'Essonne Sud et une équipe mobile de soins palliatifs. Si je vous parle de ça, c'est bien parce que je travaille dans cette clinique au domicile, puisque vous savez que les ex-réseaux de soins palliatifs, les équipes mobiles de soins palliatifs, on travaille au domicile, donc le domicile résidentiel, de chez vous, chez moi, mais aussi tous les lieux de vie, les EHPAD, les MAS, les femmes, les IME, tous les lieux d'hébergement pour les personnes précaires ou sur des parcours migratoires. Et c'est dans cette clinique des soins palliatifs au domicile que, étant, quand on est psychologue clinicien, on ne peut pas dire pédopsie, c'est réservé aux médecins psychiatres, donc je vais dire autrement, c'est un peu plus long. Donc je suis spécialisée en clinique infanto-juvénile, c'est ce à quoi on a le droit pour expliquer quand je m'occupe des enfants et des adolescents. Vous savez tous qu'en Île-de-France, nous avons 3 familles sur 5 qui sont monoparentales. 99% du temps, ce sont des femmes seules qui sont avec leurs enfants. Et si vous croisez l'incidence du cancer du sein chez les jeunes femmes de 30 à 40 ans, vous verrez d'innombrables, ça se compte en milliers, d'enfants qui sont pas simplement confrontés à la maladie de leur maman, pas simplement confrontés à un parcours de santé, il n'existe pas de petit cancer, je vous le rappelle, et qui sont là où est la maman, et vont évidemment se retrouver dans des places qu'on peut appeler des places de solidarité. Donc, j'ai rencontré de plus en plus de jeunes qui étaient en situation d'aidance. Alors, quand je dis de l'aidance, c'est évalué, il y a des échelles validées scientifiquement sur le plan international. On peut qualifier le type d'aide, on peut qualifier l'intensité de l'aide. Et donc là, on est en 2010 et je vais commencer à solliciter un certain nombre d'instances et de directions centrales pour expliquer qu'en France, quand on est confronté à une situation et qu'on n'en sait pas grand-chose, qu'on soit juste un clinicien, juste un chercheur, il faut lire. Donc, j'ai fait une revue de littérature scientifique et je me suis aperçue qu'en France, il n'y avait pas un mot sur cette jeunesse, que cette jeunesse était parfaitement oubliée. Donc, j'ai étendu à l'Europe et là, je suis tombée sur une revue de littérature conséquente, notamment en Grande-Bretagne, sous la houlette du professeur Solbaker, qui est reconnu comme étant l'expert de la question des jeunes aidants à l'international. Et je me suis aperçue que la seule réponse que notre société avait tricotée pour ces enfants, c'est au titre de la prévention et de la protection de l'enfance, eh bien, on plaçait ces enfants puisqu'on considérait que la mère était défaillante. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un jeune aidant? Il y a donc une définition internationale. Donc, ce sont des enfants ou des adolescents de moins de 18 ans qui apporte une aide significative, régulière à un membre de sa famille ou de son foyer. Ça peut être son père, ça peut être sa mère, son frère, sa sœur, mais aussi les grands-parents. Je vous rappelle qu'en Île-de-France, sur les 800, on a quasiment 1500 EHPAD en Île-de-France. Le coût des EHPAD est tellement important qu'il y a assez souvent un moment où les familles ne peuvent plus payer. Et donc, on va à nouveau accueillir chez soi le grand-père ou la grand-mère, et vu l'état de nos logements, ils se retrouvent très souvent dans la chambre de l'adolescent. Au-delà de 18 ans, c'est une autre catégorie où on parle de jeunes adultes aidants. Pourquoi ils aident et qui ils aident? Ils aident un parent, quel que soit le lien, atteint d'une maladie physique, somatique. 60%, c'est les pathologies cancéreuses. Donc, on a pu déjà échanger et on pense qu'aujourd'hui, il est temps d'arrêter de cloisonner, c'est-à-dire qu'on peut être porteur d'un handicap, vieux
et atteints d'un cancer. Voilà. Et donc, au bout d'un moment, le repérage est un peu compliqué. Donc, sachez que donc, 60%, ce sont des chiffres que nous avons aujourd'hui parce qu'on travaille avec un laboratoire dont vous entendrez parler tout à l'heure, qui s'appelle le laboratoire de psychopatho et processus de santé de l'Université de Paris-Cité. Et on sait que 60% de ces jeunes accompagnent plutôt un parent, père-mère atteint de cancer. Donc, je vous laisse, on n'a pas encore fait de focus sur le nombre de jeunes aidants, de parents en situation palliative et pas uniquement en famille. Ils peuvent aussi accompagner des parents ayant des troubles mentaux, des troubles psychiatriques. Il y avait beaucoup de parents avec des conduites addictives et aussi du handicap, donc le handicap mental, le handicap sensoriel, le handicap moteur, mais aussi ce qu'on appelle les handicaps invisibles. Quelles aides ils apportent? Comme les autres jeunes, enfin en tout cas si vous les avez suffisamment bien dressés, ils aident à la gestion des tâches ménagères, à la gestion de la fratrie et l'aide administrative et financière. Mais il faut plus que ça, puisqu'en fait ce sont des jeunes qui sont un véritable soutien moral pour le parent malade, mais aussi pour la fratrie et parfois pour aussi le parent non malade. Et surtout, ce petit focus doit vous intéresser puisqu'on a un certain nombre d'études qui expliquent que les jeunes aidants comme les adultes aidants, plus la phase de la maladie est avancée, plus le type d'aide change et 20% de l'aide qu'apportent ces jeunes aidants s'apparente à des soins. Pour les adultes, le Nord, ça fait partie de choses que j'ai lues dans ta thèse. Pour les adultes, ça peut confiner, quand on est adulte aidant, ça peut confiner les 60, 75, voire 70% d'actes au quotidien qui s'apparentent à des soins. Ce qui pose quand même un problème éthique et un problème au pouvoir public, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que les aidants, pas plus que les jeunes aidants, soient la variable d'ajustement de notre système économique qui est un peu défaillant. Donc finalement, globalement, eh bien, les jeunes aidants, ils remplissent les mêmes tâches que les adultes. Mais sachez, tout à l'heure, on vous a parlé du nombre d'aidants. Donc c'est très précis, on a les chiffres de l'adresse parus en février 2023 qui, on cloisonne toujours, ne s'est adressé qu'à des aidants de personnes âgées ou personnes handicapées. Donc ce qui exclut toutes les maladies type CEP, SLA et toutes les maladies cancérologiques. D'accord? Donc on annonce qu'il y a 9 millions, il n'y avait pas eu de chiffre sorti depuis 2008, il y a plus de 9 millions d'aidants adultes et sur ces 9 millions, on a 520 000 jeunes aidants dès l'âge de 5 ans. Et quand je dis 520 000, ils s'occupent juste de personnes handicapées, je devrais retirer ça, mais ils s'occupent de personnes âgées ou de personnes handicapées. Donc ça exclut AJAD, l'Association nationale jeunes aidants ensemble que j'ai cofondée et que je préside. On est aujourd'hui plutôt sur des chiffres qui avoisinent plus du million de jeunes aidants. Donc, je parle de mineurs, d'accord? Quels sont les effets de l'aidance? Évidemment, on est sur des êtres en cours, c'est-à-dire en plein développement psychoaffectif, en plein développement psychosocial, et il y a évidemment un certain nombre de conséquences négatives. Mais attention, il ne faudrait pas se dire, comme on s'est dit pendant des années en France, il y a trop de conséquences négatives sur leur santé mentale, leur santé physique, leur scolarité, leurs loisirs, et donc ces enfants ne sont pas à leur place. Si tant est même que vous ayez raison, il n'y a aucune solution. Donc notre travail et notre responsabilité, la responsabilité c'est répondre de et pas répondre à, c'est de trouver des solutions et de faire ce que nous réclament ces jeunes aidants, c'est de les aider à aider. Et ce qu'ils demandent, c'est un renforcement des aides à domicile. Par exemple, juste pour pouvoir aller 4 heures jouer au foot ou aller au cinéma avec leurs copains. On a un vrai focus, c'est le problème de la scolarité, puisque ces jeunes sont beaucoup plus exposés que les jeunes de la même génération, de la même tranche d'âge, à des difficultés scolaires, à de l'absentéisme perlé, c'est comme ça qu'il faut dire, et à du décrochage scolaire. Les risques sont pas, il y a donc des risques négatifs, mais il y a aussi des effets positifs de l'aidance. D'ailleurs, c'est quelque chose qui existe aussi chez les adultes aidants. C'est-à-dire que plutôt que de victimiser les aidants et essayer de façon ponctuelle, en mosaïque, de leur donner de l'aide, il faudrait peut-être déjà qu'on pose un autre regard moins compassionnel
et vous dire qu'il existe ce qu'on appelle des vulnérabilités capacitaires. C'est-à-dire que quand on est aidant, même quand on a 6 ans, on apprend des choses et ce savoir doit être reconnu et valorisé. Ils ne demandent pas un statut, les jeunes aidants. Ils demandent d'être reconnus, écoutés et être aidés au domicile et dans leur scolarité. Donc, les conséquences positives, c'est que les jeunes aidants ont un sentiment de fierté, de satisfaction de ce qu'ils font et de ce qu'ils apportent à la famille. Ils développent des compétences, c'est mes fameuses vulnérabilités capacitaires. Évidemment, ce sont des jeunes qui très souvent ont une autonomie et une maturité intellectuelle supérieure à leur d'âge, des grandes capacités d'adaptation. Ils ont vraiment beaucoup de capacités de coping et également ce qu'ils nous disent. Alors nous, et au niveau des études et de la recherche, qui est aujourd'hui lancée depuis 2017, c'est qu'ils ont un lien très particulier et très renforcé avec le proche aidé. Ce qui, pour les professionnels de soins psychiques et les médecins et les infirmiers, devrait nous préoccuper parce que nous devrions avoir une approche en termes de prévention des conséquences médico-psychosociales de l'aidance. Évidemment, voilà ce qu'ils demandent, c'est qu'ils demandent, ils ont besoin de soutien social, ils ont besoin d'une reconnaissance de l'aide apportée, ils n'ont pas forcément besoin que l'on fasse à leur place. Selon les données internationales, voilà, on a une prévalence qui varie entre 2 et 6%. Ça, c'est ce dont je vous ai parlé, c'est les chiffres de l'adresse. Je vous conseille d'aller lire ce papier. Il nous permet d'avoir une image un peu plus juste de qui sont les aidants et les jeunes aidants et ce qu'ils font. Où on a un certain nombre de chiffres, donc je vais aller assez vite. Sachez que quand je me suis préoccupée de cette question de cette jeunesse invisible, assez tôt, on a développé ce qu'on appelle les ateliers cinéma-répit, qui est le premier dispositif national en direction des jeunes aidants. Mais vous savez, on a trop l'habitude de penser à la place de l'autre et de savoir ce dont l'autre a besoin. Et donc, nous avons décidé avec Isabelle Rocard, puisque c'est la réalisatrice avec qui j'ai créé ces ateliers JAD, qu'il était temps de plutôt aller évaluer et de demander aux jeunes ce dont ils avaient besoin. Donc, on s'est rapproché d'un laboratoire qui est le LPPS de l'Université de Paris-Cité, et je leur ai confié l'évaluation de ces ateliers, de ce dispositif qui aujourd'hui est modélisé et se développe sur le plan national, puisqu'on a 20 ateliers d'expression artistique répit au national. Et donc, le professeur Aurélie Antas et Géraldine Dora ont poussé à un certain nombre d'études, puisque la terre était complètement vierge en France. Et donc, on a aujourd'hui 3 grandes thèses majeures. On a cette étude-là, la première thèse de Lever Jarige, qui a travaillé sur le corps de 4037 lycéens, et on s'est juste aperçu qu'il y a quand même 14,3% de lycéens en France qui sont aidants. On a aujourd'hui une étude sur les collégiens, et c'est 12% des collégiens qui sont dans une situation d'aidance. C'est pas qu'ils font que leur lit et qu'ils font bien leurs devoirs et qu'ils mettent la vaisselle dans la vaisselle. Ils apportent une aide significative. Il y a un certain nombre d'échelles comme la MACA et la IAS qui nous permettent d'évaluer le type d'aide et l'intensité. Et la dernière étude vous voyez que plus l'âge augmente, et bien plus le niveau d'aide et plus le nombre de jeunes aidants augmente. Il y a la dernière thèse de Campus Care. On est sur une cohorte de 6 767 étudiants et il y a quasiment 16% des étudiants qui sont aidants. Généralement, ils sont aidants, en même temps, ils travaillent et souvent, ils ont plusieurs personnes à aider. Voilà. Ça aussi, c'est quelque chose de particulier. Voilà, donc la durée moyenne, c'est 6 heures semaine, mais ça peut aller jusqu'à 26. Il y a une importance, vous savez tout comme moi, que les problématiques de maladie, quelle que soit la maladie, précarisent. Et plus on augmente dans l'âge et plus la prévalence des filles par rapport aux garçons rejoint la prévalence des adultes aidants. Donc, ils aident, vous voyez, majoritairement un parent. Il va falloir faire tout un travail, qui n'est pas encore, mais on est 2017, c'est hier, il y a 7 ans. Vous vous doutez bien que l'impact sur le jeune, suivant son âge, suivant qui il aide, et suivant l'exacerbation de l'incertitude. Quand on accompagne un père ou une mère atteint d'un cancer, ce n'est pas la même chose que quand on accompagne son jeune frère qui a un handicap moteur depuis la naissance. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'appelle la mort qui rôde.
qui fait que ces jeunes-là sont dans une incapacité à la projection dans le futur, puisqu'il faudrait qu'ils puissent imaginer un futur sans leurs parents. Et la petite phrase du dessous, c'était qu'un tiers, donc ça c'est le professeur Solbaker, je vous conseille d'aller lire, il écrit évidemment qu'en anglais, mais vous avez qu'à demander à Maranta Bourgeois, qui est la directrice de Jade, elle est écossaise, elle vous traduit ça en moins de 2. Voilà. Et en fait, si vous voulez, à partir du moment où on a eu des données en France, on s'est donc aperçu que ces données étaient corroborées par les données internationales. Donc, la vraie question, et pourquoi je suis ici, c'est que la question des jeunes aidants, ce n'est pas le problème d'une catégorie professionnelle. Évidemment, on a ciblé d'abord de sensibiliser et de donner des indicateurs et des possibilités de repérage au personnel de l'éducation nationale. Donc, on a commencé avec le LPPS, une sensibilisation sur 2 grandes régions, l'Île-de-France et l'Occitanie. Là, ce matin, j'étais en réunion avec la directrice de cabinet de la ministre de la Solidarité pour pouvoir poursuivre cette sensibilisation, parce que la question de la jeunesse aidante, elle est interministérielle. Ce n'est pas que le ministère des Solidarités. Ça regarde aussi le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. D'ailleurs, sachez que si vous avez des jeunes étudiants aidants, ils peuvent avoir, au niveau de leur bourse, c'est reconnu aujourd'hui comme étant des étudiants à besoins particuliers, et donc ils ont 4 points de charge supplémentaires pour le calcul de leur bourse. Voilà. Ça concerne le ministère de l'Éducation nationale, qui est quand même un ministère, je trouve que dans le domaine de la santé, c'est compliqué, je vous laisse vous frotter au ministère de l'Éducation nationale, mais aussi le ministère du Travail, puisqu'on a plein d'enfants qui sont sur des parcours professionnalisants et qui sont en double tutelle, l'Éducation nationale et le ministère du Travail, et aussi le ministère des Armées, parce que c'est eux qui organisent la journée nationale citoyenne obligatoire pour nos jeunes. Donc, il faut absolument que cette question du jeune aidant soit une question que vous vous posiez. Ça veut dire que je suis oncologue, j'ouvre ma porte, je reçois la même patiente tous les mois, un lundi matin, hors vacances scolaires, et je vois un gamin de 13 ans dans la salle d'attente. Je dois me poser la question de ce que fait cet enfant. Parce que quand on parle de soutien moral, c'est aussi tout un accompagnement vers les lieux de soins. C'est aussi préparer le pilulier. C'est aussi aider à aller aux toilettes. C'est aussi aider à la toilette. C'est tout ça, les jeunes aidants. Et quand je suis, par exemple, prof de maths dans un collège quel qu'il soit, et que tous les lundis matins, à 8h30, j'en ai un qui dort sur la table, c'est peut-être pas qu'il n'aime pas les maths, mais parce que sa mère, elle travaille de nuit, et que tous les soirs, il s'occupe de sa sœur autiste. Et donc, lui, il ne dort pas. Donc, il dort le lendemain. Donc, plutôt qu'on ait une réponse, qu'on a l'habitude de le faire assez répressive, si on pouvait avoir une réponse compréhensible et un peu bien traitante, ça serait plutôt pas mal. Voilà tout ce qu'il faut évaluer chez les jeunes, mais surtout, c'est qu'il faut y penser. C'est ça la question. Bien évidemment, si le jeune se sent reconnu, s'il se sent aidé, eh bien, on aura moins d'incidence sur le développement psychoaffectif et moins d'états anxio-dépressifs, des troubles du sommeil. Il faut savoir que 60% de ces gamins ont déjà des troubles lombalgiques. Et puis, il faut s'adapter sans arrêt aux besoins des jeunes aidants. Les besoins sont multiples, ils sont protéiformes, mais il faut qu'on accueille de façon attentive. Et je sais que, parce que avant de travailler dans ce réseau de soins palliatifs, j'ai travaillé à l'assistance publique pendant 18 ans, donc j'ai travaillé dans une USP, dans une équipe mobile de soins palliatifs. Et on a une attention toute particulière. Quand on accueille en USP, quand on reçoit en équipe mobile, on va, et qu'on a des familles avec des enfants, on a une attention particulière. Posez-vous cette question. Je vais vous parler d'une jeune fille. À l'époque, elle a 16 ans. Sa mère est en cours de traitement d'un cancer du pancréas à Istanbul aussi. Elle a une jeune sœur de 12 ans. Cette mère est seule une vingtaine d'années. Voilà. Personne ne se pose la question de comment ces gamines se débrouillent au domicile. Mais par contre, le jour où cette jeune de 16 ans a demandé à être reçue par l'oncologue parce qu'elle voulait comprendre les différents traitements d'immunothérapie qu'on proposait à sa mère, on lui a dit « mais vous êtes mineure, je ne peux pas vous recevoir ». Vous voyez bien que c'est aussi notre façon d'accueillir le jeune. Il ne peut pas être aidant et seul au domicile et retrouver un peu cette place de l'adolescent mineur qu'il nous faudrait protéger. De toute façon, cacher, ça ne protège pas. Vous savez que les enfants nous enseignent tous les jours alors qu'on les laisse s'inonder et s'abreuver d'images d'horreur qui sont issues de Syrie, de Gaza, mais dès que le malheur rôde
au niveau de la proximité de la famille, d'un seul coup, cet enfant est renvoyé à la période de l'innocence, de l'âge d'or, et pour le protéger, il faut absolument lui en dire le moins possible. Ce que nous apprennent et nous enseignent les enfants, c'est que c'est surtout que vous êtes en train de tisser un manque de confiance assez irréversible envers les adultes et envers eux-mêmes. C'est-à-dire, je suis exclue d'une vraie catastrophe qui arrive à ma famille, ça veut dire que je ne suis pas, ils n'ont pas confiance en moi, et donc je ne suis pas digne de confiance. Je vous laisse imaginer la suite. Donc, évidemment, quelles que soient les sphères, donc il y a un programme de sensibilisation pour le personnel de l'éducation nationale, il y a un programme de sensibilisation auprès des personnels de santé, voilà. Et ce qu'on essaie de faire, c'est, ne vous inquiétez pas, pour ce qui défile et ce que je vous raconte, ça n'a rien à voir, mais je ne peux pas faire voilà, ça, vous aurez, vous pourrez lire. Et ce qui est, quand vous occupez, voilà, quand vous pensez avoir affaire à un jeune aidant, eh bien, il faut que vous pensiez à tout l'écosystème autour de lui. Remarquez, si on pouvait penser à tout l'écosystème, à n'importe quelle étape du parcours de santé, ça serait bien. Hein, parce que je rappelle que les patients ne commencent pas à vivre le jour où ils franchissent les pas de l'USP. Ils ont un parcours de vie, ils ont rencontré d'autres médecins, ils ont rencontré d'autres travailleurs sociaux, d'autres psys, etc. Donc, on prône une continuité et surtout eh bien, d'aller mobiliser l'ensemble de ces acteurs. Donc voilà, l'Association nationale, je vous conseille d'aller sur le site, vous y verrez notamment les réalisations cinématographiques des enfants, mais il y a d'autres ateliers JAD en France où on n'a pas utilisé comme média l'audiovisuel, mais le théâtre, les arts de la rue, la peinture, la danse, la musique, les podcasts, etc. Voilà, donc on fait beaucoup de sensibilisation aussi auprès des conseils départementaux. Et on a créé avec des jeunes adultes étudiants aidants cette plateforme qui est 100% tenue par des jeunes adultes aidants étudiants. Et voilà ce que, entre autres, propose l'Association nationale JAD. Et voilà, ça c'est une petite carte, vous voyez, bon, hein, il y a encore à faire. On s'était engagé à au moins un dispositif par région, on y est quasiment. Voilà. Mais sachez que l'Association nationale JAD, c'est 2 temps plein. Et le reste, c'est du bénévolat, dont des administrateurs très, 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 très efficaces et dynamiques comme Corinne Petitbon. J'ai une question à distance. Oui. Est-ce que les jeunes aidants se reconnaissent spontanément comme aidants et est-ce qu'ils demandent spontanément de l'aide? Alors non, je l'ai dit peut-être trop brièvement dans mon exposé. Bien sûr que non, les jeunes ne se perçoivent pas tous comme aidants. La conscientisation se fait généralement dans la rencontre de l'autre. C'est-à-dire quand ces jeunes viennent dans les ateliers, qu'elles soient des ateliers de l'Essonne ou partout en France, la première chose qu'ils apprécient, c'est qu'ils font communauté et qu'enfin ils vont pouvoir parler de choses qu'ils cachent. Ils le cachent à l'école, ils le cachent à leurs amis. Généralement, il y a quelque chose de difficile, d'autant plus qu'on est adolescent. Se reconnaître avec des besoins particuliers, vous savez à quel point c'est compliqué à l'adolescence, et surtout l'adolescence du collège, où on n'a qu'une envie, c'est d'être comme les autres. Et donc, si on pouvait lisser toutes les différences, on ferait ça encore mieux. Donc, la réponse est non. Et c'est bien parce que, après cet après-midi thématique grâce à l'accord Pali, vous allez en parler autour de vous et que c'est comme ça que ces jeunes pourront, c'est pas tant pour se qualifier, mais c'est aussi pour être en capacité de demander quelque chose qui me semble bien légitime, c'est-à-dire qu'on les aide. Voilà. Mais ces jeunes sont aujourd'hui, enfin, on voit globalement sur les 20 ateliers, là, on a dû accompagner, on a aussi des séjours qui sont que du répit, hein, puisque ces ateliers, c'est d'expression artistique, mais c'est aussi du répit, il y a une soufflée. Voilà, on a dû accompagner 10 000 jeunes et ils ont appris très souvent qu'ils étaient jeunes aidants. Et on voit bien, puisqu'on a tout un protocole où on reçoit 15 jours avant les ateliers, partout en France, les familles à qui on présente l'équipe artistique, l'équipe d'animation. Il y a évidemment un psychologue sur chaque atelier tous les jours. Voilà, et c'est parfois, et les ados se disent, j'ai pas envie d'y aller, moi, ce truc là, m'inscrivez pas là. Alors, évidemment, c'est gratuit, c'est des avantages, mais et parce que dans le fond, ils ne se reconnaissent pas. Et dès la première réunion d'information, d'ailleurs aussi vite que les jeunes s'échangent le 06, les parents, ils font pareil. C'est-à-dire que les parents aussi sont dans une forme de culpabilité. Imaginez, parce que c'est compliqué pour un jeune de se reconnaître comme aidant, mais imaginez à quel point, si vous êtes père ou mère,
C'est difficile, quand on est parent, de savoir qu'on a besoin de son adolescent de 16 ans ou de sa petite fille de 10 ans, parce qu'autrement, on ne pourrait pas faire face aux besoins de la vie quotidienne, accompagner le plus petit à la crèche ou à la maternelle. Donc, il faut aussi être excessivement bienveillant quand vous approchez une famille où il y a un jeune aidant. Évitez de culpabiliser de façon de majorer la culpabilité des parents. Vous le savez tous, déjà quand on est parent et qu'on est atteint d'une maladie grave, on se sent coupable, on se sent dépris de notre fonction maternelle et paternelle. Donc, imaginez si, en plus de ça, vous comptez sur l'aide de votre enfant de 10 ans. Voilà. Donc, il faut une écoute bienveillante, non jugeante, ce qui permet à l'autre de déplier vraiment ce qu'il a à nous dire. Un très, très grand merci, Françoise.